Et si la finance verte était la solution dans la transition écologique? La finance verte vise à favoriser l'accélération de la transition énergétique et la lutte contre le réchauffement climatique. Si elle a le vent en poupe, elle a besoin d'un véritable cadre structurant, notamment par le biais de critères qualifiants pour poursuivre son essor et diffuser des bonnes pratiques qu'elle soutient et recommande. Plus qu'un allié, la finance apparaît comme un pilier de la transition énergétique. Alors comment ça marche? Quel est l'impact de choisir une banque éthique? Comment les fonds d'investissement s'adaptent-ils aux nouveaux enjeux? Autant de questions auxquelles vont répondre nos invités. Merci d'accueillir comme il se doit Corinne Dagrain, Gérard Desarmeaux, Pierre Le Commandeur et Fanny Lettier. Venez, venez, où vous voulez. Il n'y a pas de plan de table. Installez-vous, je vous en prie. On va commencer avec vous, Fanny. Alors déjà, évidemment, on vous présente toutes nos excuses. C'est ce qu'on appelle communément le quart d'heure toulousain qui s'est transformé en demi-heure. Bon, évidemment, on ne va pas revenir là-dessus. Fanny, alors vous êtes cofondatrice de Généo Capital. On parle avec vous, on va parler de finances positives. Mais vous prenez ce problème à bras-le-corps. Vous dites que ce sujet de la finance verte est difficile pour tout le monde. Globalement, en fait, je ne sais pas si c'est une difficulté ou si c'est en tout cas un challenge. Et quand on est face à un challenge, il y a toujours des risques et des opportunités. Ce qui est certain, c'est que les entreprises entendent parler de RSE depuis très très longtemps, que ce n'est pas un sujet nouveau, que la totalité de l'industrie financière aujourd'hui accompagne les entreprises dans ces problématiques de diminution finalement de leur externalité négative. Mais aujourd'hui, je pense qu'on est à un moment absolument majeur parce qu'on est finalement à un moment où ces sujets peuvent entraîner une disruption. Et je considère aujourd'hui qu'on est sur un tournant de marché où chaque entreprise sur son marché, en fonction de la façon dont elle aborde ces problématiques-là, peut devenir le leader demain sur son marché si elle prend les devants, ou peut effectivement en fait, se trouver finalement rayé des listes de ses clients. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, la plupart des entreprises ne sont pas nées dans l'impact. C'est très bien les réglementations européennes, SFDR, qui poussent à des fonds, article 9, et à des entreprises qui sont par nature des entreprises à impact. On a besoin de stimuler l'innovation et d'avoir des startups qui inventent les solutions. Mais aujourd'hui, ça représente 0,7% des entreprises en Europe. Ça veut dire quoi? Il faut s'intéresser à la grande masse des autres qui, par nature, sont à impact. 0,7% des entreprises en Europe est quasiment epsilon en matière d'emploi. Ça veut dire qu'aujourd'hui, l'essentiel des entreprises, celles qui emploient tous les jours leurs collaborateurs et qui sont l'essentiel aussi de la réserve de création d'emplois, ne sont pas nées dans l'impact et sont face à un défi de transformation. Et ce défi, il a changé parce qu'il ne s'agit plus de dire effectivement mon rôle d'entrepreneur responsable, c'est de reconnaître qu'en exerçant mon métier, j'ai peut-être un impact négatif sur l'environnement et que ma responsabilité, c'est de le diminuer ou bien de le compenser ou bien de le supprimer. Mais en fait, ma responsabilité aujourd'hui, c'est de dire que je suis soit en B2B, soit en B2B2C, soit en B2C, mais je ne peux pas m'éloigner de finalement le consommateur final, et le consommateur final, c'est le citoyen. Et ce qu'on attend de moi, eh bien, c'est que je sois force d'innovation. Je ne change pas mon métier, mais je change la façon dont je fais mon métier pour finalement avoir directement un impact positif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce n'est pas juste un sujet d'indicateurs, de reporting, de bureaucratie finalement, comme souvent la RSE est vue. Ça veut dire que c'est un sujet d'innovation. Ça veut dire que je dois repenser mon offre produit, mon offre service, mes procédés, mon business model pour demain directement générer un impact positif et pouvoir apporter à mon client direct, client grand compte B2B, ou au client final, le citoyen consommateur, des solutions. Et ça, c'est un changement pour l'entreprise, mais c'est évidemment un changement pour la finance. Généo, donc, c'est une société d'investissement. On fait du capital entrepreneur qui mêle en fait des fonds propres et du conseil.
Et aujourd'hui, en fait, quand je passe un dossier en comité d'investissement, on me demande de documenter mes risques de durabilité. Ça veut dire que quand je regarde une entreprise, je dois la regarder avec cet angle-là. Et je dois même aller plus loin. L'autorité des marchés financiers me demande de dire si ça va impacter la façon dont je valoriserai l'entreprise à ma sortie. Mais si je dois documenter ça et faire ma projection d'impact sur la valeur à la sortie, mais je l'intègre dès aujourd'hui. Ça veut dire que moi, aujourd'hui, je module la valeur d'entreprise dans mon regard en fonction de quoi? De la capacité d'innovation. Et encore une fois, il ne s'agit pas de créer une autre entreprise. On est bien obligé de partir d'un métier qui existe, d'un métier qui est nécessaire, d'un métier qui crée de l'emploi, d'un métier qui est ancré dans les territoires. Mais est-ce que cette entreprise-là est celle qui a la vision de où sera son métier demain dans 10 ans? Et ça, c'est l'innovation. Mais aujourd'hui, là, en innovation, cette vision de l'innovation sociétale, de la façon dont le métier va changer pour répondre aux problématiques sociétales. Et c'est là où on a un risque de disruption, en effet, parce que c'est plus un sujet simplement de donner du sens, attirer les talents, servir un discours à ses clients. C'est vraiment un sujet quelque part de soit devenir le vrai leader, soit finalement d'être écarté et de rétrograder sur son marché. On va y revenir avec vous dans quelques instants. Je me tourne vers vous, Corinne Dagrain. Alors du côté des fonds d'investissement, ça se passe comment? Comment ils s'adaptent à ces nouveaux enjeux de cette finance verte? Est-ce qu'on est aussi à un point d'inflexion, comme vient de le dire Fanny Lettier? Est-ce qu'on a un moment crucial? Alors d'abord, Fanny fait également partie des capitaux investisseurs, hein, donc on a le même métier, elle l'exerce au niveau national en étant effectivement très avancée sur ces sujets d'impact, et nous on fait partie des capitaux investisseurs régionaux. Donc par rapport à l'IRDI, donc nous on est une vieille dame qui est existante depuis 40 ans, et notre mission c'est, j'ai envie de dire, elle est nativement ancrée sur ces sujets extra-financiers, puisque nous sommes là au service des régions sur lesquelles nous sommes implantés, avec un objectif qui est le premier d'entre tous, qui est la création d'emplois dans les territoires. Donc ça, déjà, j'ai envie de dire, la mission est belle, et par rapport à ça, l'idée, c'est d'accompagner nos grandes filières d'excellence au niveau territorial, au niveau régional, en appui avec l'ensemble de nos partenaires, dont évidemment les régions, qui sont extrêmement importantes, puisqu'elles ont aussi à cœur d'accompagner ces mutations des entreprises dont Fanny vient de parler. Et nous, ça fait plusieurs années, on n'a pas attendu qu'il y ait cette prise de conscience actuelle des enjeux climat essentiellement, pour se poser la question des critères extra-financiers de nos investissements. On les mesure depuis un certain temps, on travaille avec des cabinets spécialisés là-dessus. On démarre d'abord par la société de gestion, c'est-à-dire qu'avant de proposer aux entreprises que nous accompagnons une démarche en ce sens, on se l'applique à nous-mêmes. Donc là, on a fait notre bilan carbone, par exemple. L'idée, c'est bien ensuite, au niveau territorial encore plus, puisque nous, on va accompagner depuis les très petites entreprises jusqu'aux grandes ETI, de nous adapter, et aussi les startups, évidemment, de nous adapter à ces entreprises et de les accompagner effectivement sur cette démarche vertueuse, incluant une approche extra-financière effectivement de leur développement. C'est-à-dire que dans votre démarche, vous avez inclus dès le départ des choses que vous ne ferez plus, que vous ne ferez pas. Il y a une charte, il y a des critères d'exigence spécifiques. Oui, alors ça, effectivement, maintenant, dorénavant, sur l'ensemble des fonds gérés, il y a des exclusions. Donc c'est assez rare de se dire on n'interviendra pas sur un secteur donné, mais il faut savoir l'affirmer, notamment sur des métiers qui pourraient être qualifiés de pas propres ou effectivement trop émetteurs de CO2 dès l'origine. Et ensuite, ces exclusions sont rares, elles existent effectivement. Et l'objectif, en revanche, c'est de n'exclure aucune société, même si elle n'est pas très au point sur ces sujets, voire pas du tout, dès lors qu'ils ont le souhait de s'inscrire dans une trajectoire. Voilà, ça c'est important. S'il y a ce souhait de s'inscrire dans la trajectoire, on sera à leur côté pour effectivement les amener petit à petit à comprendre l'ensemble de ces critères environnementaux, sociaux et gouvernance, et puis à travailler ensemble sur quels sont les objectifs clés, comment on peut les améliorer, comment on veut aller vers d'un point A à un point B sur ces sujets.
Donc là, on était du côté des fonds d'investissement. Pierre Le Commandeur, je rappelle que vous êtes directeur adjoint RSE du groupe Crédit du Nord. Les banques de détail, comment elles agissent finalement pour accompagner les clients dans cette transition verte? Ce n'est pas la même échelle, donc il y a des spécificités. Oui, c'est très intéressant ce qui vient d'être dit de part et d'autre. On parle de vieilles dames. La Banque Courtois a été créée en 1760. Donc, quand on parle de partenariat avec les entreprises, avec ses clients, on peut dire que le partenariat existe depuis extrêmement longtemps. Et c'est un partenariat qui a évolué avec le temps. Et aujourd'hui, ça a été extrêmement bien explicité préalablement. Les entreprises sont face à un choc économique, face à une nécessité absolue de transformation. Et nous, notre rôle de banque de détail, c'est d'accompagner cela. Et la banque de détail, c'est concret, ce sont des femmes, ce sont des hommes. Et on doit repenser un petit peu notre métier. Repenser notre métier, de quelle façon on a commencé à le faire. C'est, bien sûr, les chargés d'affaires entreprises vont sur le terrain, rencontrent les entrepreneurs, veulent comprendre leur business, parlent de chiffres. Aujourd'hui, on parle de chiffres et on parle aussi de la manière dont l'entreprise va engager sa transformation. D'accord ? Et ensuite, nous-mêmes, on doit se transformer. Ça veut dire qu'on est obligé de former nos équipes pour l'accompagnement de ces clients dans cette transition. On change notre organisation. On a décidé de mettre dans toutes nos régions, et évidemment à Courtois, une organisation avec des directeurs RSE qui vont accompagner et former nos équipes pour que nous ayons le niveau de compétences pour accompagner, pour apporter du conseil. On parlait tout à l'heure de mesures d'empreinte carbone. Parce que le sujet est très complexe, on va s'entourer, on s'entoure, c'est déjà fait, de partenariats avec des start-up qui proposent des solutions que nous n'avons pas, nous. Donc on crée un écosystème, mesure d'empreinte carbone, analyse de l'engagement de l'entreprise pour son compte propre, avec des partenariats de type EcoVadis. Et parce que vous êtes confronté à un choc du coût de l'énergie, de quelle manière on peut vous proposer des solutions pour faire des économies d'énergie en modifiant votre outil productif, en isolant, en mettant de nouvelles installations, notamment ici des panneaux photovoltaïques, pour diminuer le coût de cette énergie. Et cet accompagnement que nous voulons de qualité amènera bien sûr des financements. Et on a revu notre gamme de financement en proposant des crédits, je fais simple et court, des crédits divers, des crédits à impact avec des covenants RSE et un ensemble de solutions d'accompagnement pour vous aider dans cette transition. Donc on essaie d'être au plus proche, évidemment proche de vous dans les territoires. On s'entoure de sociétés, de start-up qui amènent des solutions parce qu'on sait que le financement n'est pas la solution absolue, c'est une partie de la solution. Gérard Desarmeaux, alors de votre côté, vous êtes directeur des entreprises à la Banque de France. Là, on prend encore plus de hauteur. On est dans l'institutionnel. Ce n'est pas une critique. Comment se positionne la Banque centrale par rapport à cette notion de finance verte ? Oui, donc on voit effectivement que le risque climatique, déjà c'est un risque qui peut toucher le système financier. Donc ça concerne forcément la Banque centrale et les superviseurs, dont le mandat est chargé de veiller à la stabilité, à la résilience du système financier, à tous les risques, dont le risque climatique. Donc pour revenir sur le risque climatique, sur l'enjeu, on voit quand même que c'est un risque qui va toucher de façon structurelle tous les agents économiques d'une ampleur quasi inédite. Il est systémique parce qu'il peut se propager à l'ensemble du système financier. Alors vous qui êtes fan de stabilité, là c'est un risque d'instabilité fort, ça vient de tout bouleverser. Exactement, il est irréversible parce qu'il n'y aura aucun progrès technique qui va pouvoir forcément le contrer. Juste rappeler deux canaux de transition du risque climatique. Donc le risque physique, c'est la survenance d'événements climatiques extraordinaires, entre guillemets, comme des inondations, des incendies, et qui peuvent toucher l'appareil de production, les infrastructures, les usines, tout ce qui concerne, tout ce qui fait la production.
Et deuxièmement, le risque de transition que l'on connaît bien, effectivement, qui vient d'un changement de mode de consommation ou de production. Donc la présidente de la Banque centrale européenne, Christine Lagarde, s'est préoccupée de ce risque dès son arrivée à la tête de la BCE, où elle a fait pratiquer une revue stratégique de la politique monétaire et des outils pour intervenir, pour qu'ils prennent en compte ces impératifs d'économie, de finances vertes, de décarbonation. Elle a aussi développé le réseau des banques centrales qui réfléchissent à ce sujet. Elles étaient 8 au départ. Il y a une centaine maintenant d'institutions, dont la Fed et la Banque centrale chinoise aussi, qui réfléchissent à ces questions et qui donnent des principes de gouvernance. Alors, justement, vous faites partie d'initiatives internationales. Vous parliez de l'Europe. Comment on se coordonne tous pour combattre ensemble, finalement, cet ennemi commun qui est inéluctable aussi? Oui, donc c'est chaque système de supervision dans son pays. Alors en France, c'est pour les banques et l'assurance, c'est la CPR, l'autorité de prévention et de résolution des risques, qui est chargée de suivre l'exposition des établissements financiers, de donner des principes de bonne gouvernance et de conduire des stress tests. Alors à ce sujet, il y a eu un stress test. Le premier exercice climatique a eu lieu en 2020. Il a concerné 9 groupes bancaires, 22 groupes d'assurance, qui représentaient à peu près les trois quarts des établissements dans ces secteurs-là. Il y avait 4 scénarios sur 30 ans, donc à la fois de faible transition jusqu'à transition immédiate. Et qu'est-ce qu'il en ressort, puisque les résultats ont été publiés en mars 2021 ? C'est que les établissements financiers ne sont pas encore tous au même niveau sur ces sujets-là. Donc il y a encore c'est une façon gentille de dire qu'il y en a certains qui n'ont pas passé le test. Peut-être. Enfin, oui, voilà, c'est ça. Il y a une harmonisation à faire. Il y a des principes aussi qui ont été édictés qui ne sont pas encore complètement mis en œuvre. Et aussi, on a noté que les établissements manquaient de collecte de données, notamment auprès des contreparties, c'est-à-dire les entreprises. Et puis que le risque climatique était quand même sous-estimé, notamment le risque physique, qui devrait être prépondérant à horizon 2050, d'après la BCE. Donc on a pas mal de pistes d'amélioration. Il y a du travail à faire encore. Il y a du travail à faire. Fanny Lettier, vous proposez comme solution ce que vous appelez la finance positive. Déjà, ça veut dire qu'avant, la finance ne l'était pas. Et en quoi ça consiste? Et en quoi ce serait, vous l'avez dit, vous avez bien insisté dans votre propos liminaire, qu'il s'agit d'agir maintenant, qu'on est vraiment à ce point spécifique, presque un point de rupture, où d'un côté, on va être des champions, de l'autre côté, on va crever, concrètement. Donc cette finance positive, c'est quoi et en quoi elle peut aider à cette fameuse transition verte? Et donc effectivement, Généo a inscrit sa raison d'être dans ses statuts et monitoré par un comité de parties prenantes pour déployer une finance positive qui est cette finance qui a pour objectif en fait de pousser davantage de PME à se lancer dans des aventures de croissance ambitieuses au niveau européen pour fabriquer ces entreprises de taille intermédiaire dont on a besoin, qui sont leaders sur une niche de marché en France et qui ont la capacité à devenir des leaders européens ou internationaux. La finance positive, pour faire sauter un petit peu ces plafonds de verre, a 4 piliers principaux. D'abord, en fait, le long terme. Donc, on est structuré sous forme non pas de fonds, mais de sociétés d'investissement avec 99 ans de durée de vie pour pouvoir suivre les entrepreneurs dans leurs ambitions à l'échelle d'au moins une génération et les suivre dans leurs accélérations, prendre le temps aussi quand c'est nécessaire, quand un projet d'innovation nécessite du temps ou quand justement il faut pouvoir être contracyclique, comme c'est le cas en ce moment. Le deuxième pilier, c'est le capital humain. C'est l'injection de ressources humaines dans les entreprises sous forme de formation, de conseils, de temps partagé, de management de transition, sans jamais prendre le contrôle. Nous sommes toujours minoritaires, mais de façon accompagnatrice. On appelle ça « hands with ». Le troisième, c'est un juste partage de la valeur, revoir un peu la façon dont le capital investissement a opéré jusqu'à aujourd'hui pour mieux répartir la valeur entre l'ensemble des parties prenantes, les dirigeants, les actionnaires, mais aussi les salariés et aussi les territoires, puisqu'on rend 7% de la valeur créée au territoire dans lequel sont situées les entreprises. Et puis le quatrième pilier, c'est effectivement la volonté d'avoir un impact sociétal positif. Et pour ça, dépasser la RSE pour stimuler l'innovation en entreprise et développer des offres de services et des produits. Ça veut dire quoi, dépasser le RSE? Ça veut dire qu'on a fait trop peu, trop...
Là, on est dans le dur maintenant. Ça veut dire qu'effectivement, ce qu'on disait tout à l'heure, je pense que c'est bien documenté par la Banque de France et les autorités européennes. Aujourd'hui, on a pris trop de retard dans la réaction au changement climatique, collectivement, public et privé. Et qu'aujourd'hui, il y a urgence et que réduire les impacts négatifs ne suffit plus. Il faut pouvoir générer des impacts positifs. Donc concrètement, chez Généo, comment ça se passe ? Eh bien, c'est que chaque entreprise a un plan d'impact positif où on va bien sûr travailler la RSE, la féminisation des effectifs, le partage de la valeur, le climat social, la performance énergétique sont des sujets extrêmement importants et on va travailler dessus. Puis on va structurer la donnée pour montrer à nos clients ce qu'on fait, comment on progresse, parce que c'est un effort de tous les jours. Mais on va dépasser ça. Et on va vraiment se poser la question de dire, compte tenu de notre métier, compte tenu de nos expertises, de notre R&D, de nos CAPEX, qu'est-ce qu'on peut faire, nous, à notre échelle, très concrètement, sur les objectifs du développement durable de l'ONU. Mais en étant très ambitieux ou en faisant pas à pas parce qu'on a toujours l'impression qu'il y a un mur qui se dresse devant les entrepreneurs. Concret, moi je dis, on est dans la PME-ETI chez Généo, donc il ne s'agit pas d'expliquer qu'on va sauver le monde, parce que ça, c'est risquer de tomber soit dans l'impact washing, soit dans le découragement. Il faut faire ce qu'on peut faire à son échelle. Donc je vais donner un exemple, parce que sinon c'est trop abstrait. On a investi dans le Nord, dans une société qui s'appelle Enigea, qui fait 100 millions de chiffre d'affaires et qui est le leader européen de la location de toilettes mobiles sur les chantiers sportifs ou sur les chantiers événementiels. A priori, on se dit, c'est une super boîte, elle est leader européen, elle est très engagée en matière de RSE, féminisation, absentéisme, partage de la valeur, il y a de l'actionnariat salarié, c'est magnifique. On a dit, tu peux devenir le leader sur ton marché, sur les enjeux sociétaux, et son plan d'impact positif, il a 4 axes. 1, aider les collectivités locales à réduire leur consommation d'eau. 2, aider les secteurs du chantier bâtiment et puis événementiel à réduire leur empreinte carbone, parce que je suis dans leur scope 3. Ensuite, aider à l'inclusion des handicapés sur les chantiers culturels, parce que ça suppose des toilettes spécifiques. Et quatrièmement, aller jusqu'à faire de la R&D sur la valorisation des déchets, en particulier la valorisation des urines, pour en faire de l'engrais agricole. Est-ce qu'on arrivera à faire les 4 ? Je ne sais pas, les 4 sont au programme. Vous dites c'est les petits pas, mais ça a l'air très ambitieux quand même. Et l'entreprise a 2 choses. Elle a d'abord une incentive financière. Elle peut réduire son taux d'intérêt sur ses obligations si elle atteint ses objectifs. Mais deuxièmement, elle a de l'accompagnement avec 2 personnes chez Généo qui viennent de cabinets de conseil, l'un en développement durable, l'autre en innovation industrielle, pour l'aider à avancer sur ces sujets à travers des réunions de travail mensuelles. Donc le rendez-vous est pris, on verra s'ils ont rempli leurs objectifs. C'est un bel exemple en tout cas. Corinne Dagrain, alors vous c'est un petit peu la quadrature du cercle. On a vu, vous travaillez beaucoup avec l'industrie. L'industrie par essence, par nature est polluante. Vous soulignez l'importance tout à l'heure de les accompagner, d'être présent sur la feuille de route, de ne pas juger et d'être bloquant. Mais comment on fait ? La marge est un petit peu étroite quand même. Alors, déjà, au niveau du rôle de la finance, pour rejoindre ce que vient de dire Fanny, moi je considère qu'à chaque fois la finance est un outil. Donc, c'est pas nous en tant que tels qui créons de la valeur, ce sont toujours les entreprises et leurs équipes qui vont prendre globalement les sujets en main. Nous, on est toujours minoritaires, donc on n'est pas là effectivement pour décider à la place des dirigeants. Et par rapport à ça, ce que l'on note, c'est qu'effectivement, il y a une prise de conscience de plus en plus importante des entreprises, quelle qu'elle soit leur taille, pour prendre leur destin en main sur ces sujets, parce qu'elles se rendent compte qu'effectivement, par rapport au rôle de la finance, ce sera de plus en plus difficile d'aller voir les partenaires bancaires, ce sera de plus en plus difficile d'aller voir leurs parties prenantes, clients notamment, parce qu'elles vont faire partie de leur scope 3 par rapport à la définition de leur bilan carbone. Et donc, il y a une vraie mise en route des entreprises de manière générale pour adresser l'ensemble de ces sujets. Et ensuite, encore plus joli, c'est qu'on remarque que beaucoup d'entreprises, et ça rejoint la notion de
de disruption qui a été évoqué tout à l'heure, vont adresser ces sujets du développement durable par rapport à, par exemple, des nouvelles technologies. Alors c'est amusant que Fanny parle, par exemple, de valorisation de l'urine pour en faire des engrais agricoles, puisque nous, on est partenaire de Toupy à Bordeaux, qui a cette vocation-là. Donc, on était les premiers investisseurs de cette toute jeune société. C'est très difficile d'aider une société comme Toupy, puisqu'il y a en plus des sujets, on ne va pas en parler, mais réglementaires et autres, avec nos amis de l'ADEME pour faire certifier ce type d'innovation. On est partenaire de Materop, qui est une start-up qui développe un béton bas carbone. On est partenaire aussi de grands qui sont dans le domaine des ENR, puisque effectivement, tant en Occitanie qu'en Nouvelle-Aquitaine, il y a des acteurs indépendants de tout premier plan qui développent avec beaucoup de courage sur des sujets intensivement capitalistiques, des offres à part entière dans ce domaine. Et par rapport, j'ai envie de dire, aux acteurs plus traditionnels de l'industrie, alors on a ici Patrick Frita, patron d'Airbus France. Je pense que déjà, les grands de l'industrie au niveau régional se mobilisent. Ils accompagnent leurs partenaires sur ces sujets de plus en plus. Et, ça a été dit, on va jouer collectif. C'est pas chaque entreprise toute seule dans son coin qui va identifier la bonne solution pour avancer. Et on se rend compte, par exemple, je voyais une très belle ETI du monde de l'agroalimentaire. C'est ce que vous disiez. Par exemple, elle est en train de réfléchir à produire elle-même de l'énergie propre et verte en amont par rapport à ses cycles de production. Ça va être toute une série de mesures dédiées à plus de frugalité sur la consommation de ressources. Ça va être pour un autre acteur de l'agroalimentaire de penser à donner ses excédents ou ce qui ne sera pas vendu à la banque alimentaire. Ça va être de faire travailler ses fournisseurs directs locaux et tout l'emploi local par rapport à la construction d'un nouveau bâtiment. Voilà, ça va être toute une série de sujets et en fait on se rend compte que notre industrie, je pense, va être de plus en plus verte et c'est très important de le faire comprendre aux jeunes générations actuelles, parce que tout le monde le sait, on a des difficultés de recrutement actuellement pour l'ensemble de ces entreprises industrielles qui avaient une mauvaise image, industrie sale, polluante, ce que vous venez de dire. Donc ça leur donne un nouveau pouvoir d'attractivité. Voilà, et je pense que, comme l'a dit Fanny, on va être acteurs tous ensemble pour transformer nos acteurs industriels ou de services à l'industrie en des acteurs qui jouent pleinement leur rôle dans la transformation de leur modèle pour adresser ces sujets. Oui, mais là, alors, ce que vous dressez toutes les deux, c'est quelque chose d'assez idéal avec des exemples choisis, concrets, des choses qui avancent. Mais est-ce qu'on est fondamentalement prêt à être plus frugaux? Est-ce que cette thématique n'est pas... on parle de greenwashing, on parle de saupoudrage. Je vous provoque volontairement, mais... Oui, vous avez raison, parce que le greenwashing, justement, c'est ce que je voulais éviter. Donc, je pense que, alors déjà, c'est terrible, mais il y a une nécessité économique sur la frugalité liée au prix de l'énergie. Donc là, on l'est par nécessité, d'accord. Comme disait Geoffroy Roux de Bézieux, c'est pas grave que ce soit par intérêt ou par conviction, l'important c'est que ça aille dans ce sens-là. Donc là, déjà, par définition, tout le monde, d'un seul coup, se préoccupe du sujet. Je pense ensuite qu'on a d'autres changements de paradigme en ce moment au niveau de nos entreprises. Il y a un changement de génération qui se fait jour de plus en plus. Les boomers vont de plus en plus partir à la retraite. Il va y avoir une jeune génération qui va s'impliquer sur ces sujets et qui, par définition aussi, ne voudra pas rejoindre des entreprises qui n'adressent pas ces sujets, je le pense. Et ensuite, même les boomers, dont je fais partie, je pense qu'on peut avoir une certaine conviction par rapport à ces sujets. Alors justement, je vais vous poser la question, Pierre le Commandeur. Comment on accompagne les PME, les ETI qui n'ont pas de directeur RSE dans leurs équipes, qui comprennent que tout est en train de changer, qui savent que leur pouvoir d'attractivité sera quand même lié à ça? Est-ce que la banque peut avoir un rôle d'aidant, d'accompagnateur, de facilitateur pour fluidifier? Oui, c'est ce que je disais préalablement. En fait, nous souhaitons accompagner les PME et les ETI parce que c'est eux qui ont besoin d'appui, puisque les grands groupes ont des directeurs RSE, des structures, des services juridiques. Donc notre rôle, il est là. Il est d'être en amont, d'être en acculturation, en formation, bien sûr pas forcément la banque, mais en faisant venir des speakers de qualité pour expliquer les sujets.
Et puis ensuite, pour passer à l'action, bien sûr, c'est toujours le dirigeant, la dirigeante de l'entreprise qui va trouver elle-même sa solution. Et nous, on est là pour accompagner, financer quand c'est le cas, quand c'est nécessaire. À un moment, on parlait d'exclure des entreprises. Les échéances réglementaires sont pour 2030. Il y a un coup près à 2030, la stratégie nationale bas carbone avec une décarbonation importante de l'activité par rapport à des références de 2015 va s'appliquer en 2030. Et donc, il nous reste 7-8 ans pour accompagner, et c'est un espace-temps suffisant pour accompagner les clients dans leur transition. Et il faut faire venir un ensemble de parties prenantes pour faciliter cela. Est-ce que vous avez des demandes spécifiques, des interrogations des entreprises qui viennent vous voir, de dire, moi, dorénavant, je veux que ça s'inscrive dans une durabilité, je veux que les emprunts soient forcément avec un bouquet plus vert qu'avant, c'est une exigence aussi Alors, effectivement, nous avons ces demandes qui étaient assez rares il y a un an, et maintenant, ça devient assez courante. Ça s'appelle des crédits à impact. Qu'est-ce que ça veut dire? En fin de compte, auparavant, on avait des crédits, on disait, cher chef d'entreprise, si vous respectez tel ratio financier, oui, c'est eh bien, Fanny tout à l'heure. Voilà, exactement. Ouais. Et aujourd'hui, les ratios deviennent des indicateurs d'engagement dans une trajectoire RSE. Alors, c'est un frémissement ou il y a quelque chose vraiment qui commence à prendre de l'ampleur? Disons que ça se systématise sur des crédits structurés pour des entreprises de taille un peu plus importante, mais la démarche est engagée. Et nous accompagnons cela en disant, voilà, si vous respectez les indicateurs que nous avons co-construits ensemble, on veut vous accompagner. Et donc, à certaines étapes, à l'analyse de ces covenantes, on pourra vous proposer une amélioration, en fait une baisse du taux de votre crédit. C'est comme ça également que nous voulons marquer notre engagement avec les entreprises, en diminuant un peu notre marge pour participer à cet effort. Mais pour que ça marche, il faut que ce soit massifié au niveau des PME et des ETI. Parce que là, vous dites pour l'instant, c'est les grands qui font ça. Ce qui doit être massifié. Il y a un effet de volume quand même. Oui, alors il y a un effet de volume pour les crédits impact, mais comme je disais tout à l'heure, il y a aussi ce qu'on appelle des crédits verts. Donc c'est des financements qui amènent, in fine, pour faire très simple, une amélioration de la trajectoire de diminution du scope d'émissions de gaz à effet de serre. Et donc là, nous avons toute une gamme de crédits que nous proposons, et donc pareil, avec des taux avantageux pour que nos clients puissent s'engager, également sur tous les sujets de mobilité, très important. Nous intervenons avec des gammes de crédit, mais aussi, et je dirais peut-être même, et surtout, avec une réflexion avec des startups pour savoir de quelle manière on peut vous accompagner dans le parcours d'électrification ou d'hydrogénation de votre flotte. Parce que ce n'est pas le tout de basculer une flotte de véhicules thermiques en véhicules électriques. Il faut comprendre l'usage. Et donc, comprendre l'usage, ça nécessite de l'analyser. Et là encore, ce sont des partenariats extérieurs. Donc, ça veut dire que votre métier change aussi dans l'accompagnement. Exactement, c'est ce que j'allais dire. C'est plus la banque classique. C'est plus de la banque classique, c'est de la banque as a platform, c'est-à-dire qu'on s'entoure d'expertise parce que le sujet implique beaucoup d'impact extérieur. Voilà. Alors du côté de la Banque centrale, ça se passe comment? Comment le verdissement du système financier s'intègre-t-il au cœur de votre mission? On a l'image souvent des institutions un peu, pas forcément aussi agiles que d'autres structures, mais les choses sont en train d'infuser à la bonne vitesse sans doute. Oui, donc jamais assez vite d'après Fanny, mais... Pour entrer dans le concret, effectivement, je vous parlais de la cotation verte, puisqu'on est en train de travailler dessus. Donc on est un peu dans la même logique de construction d'un indicateur qui pourrait effectivement être dans un premier temps offert à toutes les entreprises, une sorte de point de repère pour matérialiser où elles en sont sur cette transition. Donc on travaille avec l'ADEME là-dessus, on fait des tests, on fait des questionnaires en ce moment. Je rappelle que la cotation Banque de France, c'est la capacité à honorer ses engagements dans un horizon de 3 ans. Les entreprises connaissent bien, mais essentiellement basée sur la performance financière actuellement, sur le compte de résultat, l'analyse du bilan, même s'il y a des questions de RSE dans notre partie qualitative.
Donc oui, on espère aboutir pour 2025 ou après à relier cet indicateur qui s'appelle climat ou cotation verte qu'on va créer au risque de défaillance pour pouvoir l'intégrer à côté de la défaillance ou dans la cotation. Ce n'est pas encore complètement défini, mais on a un horizon de 2025 pour donner un indicateur à chaque entreprise. Mais ça veut dire qu'avec le poids que vous avez, ça va devenir important pour pouvoir comparer, ça va être un élément de... C'est le but d'avoir une référence, justement, d'une référence dans ce domaine-là. Et ceux qui seront à la traîne, ce sera une certaine discrimination, ils seront obligés d'y venir. Hein. C'est comme l'orthodoxie financière, ils sont obligés de se rapprocher des normes un petit peu pour avoir des financements. Et ça se passe comment d'ailleurs culturellement dans les banques centrales? Parce que là aussi c'est un bouleversement. Oui, mais enfin, c'est impulsé par Christine Lagarde au niveau des banques centrales. Non, ça veut dire que tout le monde a le petit doigt sur la couture du pantalon, ou il y a vraiment un changement culturel qui est à l'œuvre, comme en parlait Fanny. Il faut que ça se passe dans les têtes aussi, quoi. Oui, mais c'est vrai, la Banque de France l'a intégré très tôt, hein, effectivement, puisqu'on a été à l'origine de la création, je vous parlais tout à l'heure d'un réseau de banques centrales, donc ça s'appelle le NGFS, hein, et donc c'est la Banque de France en était à l'origine, donc il y a vraiment quand même une prise de conscience déjà depuis quelque temps, depuis pas mal d'années, donc ça se diffuse progressivement quand même. Mais il faut arriver à trouver une traduction concrète, et la cotation verte en sera vraiment une traduction concrète sur le terrain. On va faire un dernier tour de table. Je m'excuse que la table ronde a été un peu raccourcie dû à l'échange précédent, et c'est normal, ça prend de l'ampleur. Quand on a préparé cette table, Fanny, vous m'avez dit les entreprises qui feront ces démarches seront les leaders de demain et leur valeur va augmenter aux yeux des fonds d'investissement. Oui, tout à fait. Je pense que si on déplace bien le sujet, on peut se dire que le sujet de l'impact est aujourd'hui un sujet pro-business et un sujet sur lequel l'Europe peut prendre sa revanche. J'en suis persuadée. C'est vrai que c'est difficile. Il faut pouvoir se payer le luxe du temps. C'est ça que nous, on essaye de faire, c'est allonger le temps, parce que ça ne se fait pas d'un claquement de doigts. C'est de l'innovation, donc c'est 5 ans, c'est 10 ans, c'est 15 ans parfois. Quand on voit qu'on est quand même tiraillé par le court terme de l'énergie, les problématiques, on sait que le chef d'entreprise est multitâche, mais il doit avoir ce focus de moyen terme et de long terme. Il faut pouvoir superposer le temps de l'urgence, le temps de l'exécution du business plan et puis le long terme. Et ça, c'est pas évident. C'est ce qu'on essaye de faire quand on est une société d'investissement, c'est d'instaurer en fait ce long terme et puis cette gouvernance, d'apporter le capital humain, on l'a dit aussi, mais si on le fait, sincèrement, le message positif que je voudrais délivrer, et on le voit, c'est à l'œuvre dans les 25 sociétés dans lesquelles on déploie cette méthodologie, il y a déjà beaucoup de création de valeur. On le voit dans les comptes de Généo, je ne peux pas vous donner ces chiffres aujourd'hui, mais sincèrement, ce sont des entreprises qui surperforment leur marché. Pourquoi ? Parce que, et je reviens à donner quelques points de bonification, de taux d'intérêt, etc., c'est rien à côté de l'augmentation de la valeur d'entreprise que l'on peut voir. On a investi chez Cardam, qui est représenté ici à Toulouse. Je crois qu'il y a David Abrias qui est dans la salle. Et Cardam, en fait, fait de la création de construction donc des tours. Elle a fait la tour Occitanie à Toulouse. Et elle fait aussi, de façon plus importante, la transformation de l'immobilier de bureaux. Si aujourd'hui, on se dit qu'il y a tout un parc immobilier à transformer et qu'on peut, parce qu'on digitalise le bâtiment, parce qu'on fait du smart building, faire de la performance énergétique des bâtiments, si Cardam est cet apporteur de solutions-là, alors c'est sûr que Cardam est une entreprise à potentiel. On se dit tous, la piscine, par exemple, c'est pas terrible, les piscines. Et demain, peut-être que les piscines seront interdites. Mais si Magiline, basée à Troyes, très grand employeur à Troyes d'ailleurs. Si Magiline aujourd'hui peut faire du rétrofit sur le parc français de piscines, qui est le 2e parc au monde après celui des États-Unis, et faire en sorte que les piscines soient autosuffisantes en termes de consommation d'eau, et soit la piscine zéro net consommation d'eau, alors effectivement Magiline va booster sa valeur. Et donc c'est intéressant aussi de faire retour sur son métier, de dire je ne change pas mon métier, mais je suis celui qui prend le leadership sur ces sujets d'impact. Je peux proposer les offres de produits, de services de demain qui correspondent à quoi ? Les aspirations sociétales aujourd'hui sont l'essentiel de la demande de marché. Il y en a d'autres, il ne faut pas négliger celui du pouvoir d'achat. Mais quand même, à la fin, ce que je disais, il n'y a plus de B2B, il n'y a que du B2B2C, et le C, c'est le citoyen. Donc le sujet, il est responsable, mais il est aussi pro-business.
Merci. Corinne, comment ça va se passer à l'échelle de notre région? On revient un petit peu sur votre cœur, à l'échelle d'Occitanie. La chance qu'on a, c'est qu'on a une région qui est très en pointe sur ces sujets, avec une présidente qui déclare vouloir en faire quand même un horizon pas si lointain que ça une région à énergie positive, qui met beaucoup de moyens en place sur ces sujets. Pourquoi? Puisque l'Occitanie, fondamentalement, par déjà son exposition littorale, vent et autres, est une région extrêmement bien placée pour adresser le sujet des ENR. Ensuite, l'Occitanie est une terre d'innovation. Donc, il y a beaucoup d'accompagnement par rapport aux entreprises innovantes du territoire, qu'on soit sur les 2 métropoles, d'ailleurs, Montpellier comme Toulouse, ce qui fait qu'il y a énormément de très très belles histoires qui sont en train d'émerger. Je pense notamment à une société à Montpellier qui s'appelle Scope 3 et qui travaille sur le recyclage aussi de tout ce qui est mobilier d'entreprise ou autre, dans cette démarche de frugalité, avec un dirigeant d'entreprise qui est un serial entrepreneur. Donc on est extrêmement fiers de l'accompagner. Donc de facto, on est un territoire qui porte ces sujets, qui les porte en investissant massivement sur ces enjeux. Par rapport aussi au sujet des grandes filières d'excellence, on a aussi le sujet de l'aéronautique et du spatial. Et justement, cette région décide d'accompagner le sujet des nouvelles mobilités et des mobilités vertes. Nous sommes très fiers d'être les partenaires de la société Ascendance, par exemple, que vous aviez fait témoigner un jour et qui développe un avion qui est beaucoup plus, comment dirais-je, qui est totalement vert dans sa conception par rapport à ces sujets, donc voilà, et qui est intensément capitalistique comme développement. Donc, il faut du courage pour mener à terme ce type de projet, mais c'est ici, grâce au bassin de compétences que l'on a sur la région, historiquement sur les enjeux mobilité, que Ascendance et d'autres projets, d'ailleurs, comme Aura Aero, il y en a beaucoup. Et pourquoi? Parce qu'on est en Occitanie. Donc voilà, c'est une chance, je pense, qu'on ait cet accompagnement de l'ensemble de l'écosystème, tant de l'innovation, mais d'une innovation responsable, et qui va ensuite, du coup, rejaillir par rapport à nos PME et nos ETI, puisqu'on travaille tous ensemble. Alors avec vous, Pierre, on repart à l'échelle nationale. La banque du futur, c'est quoi? Plus verte, plus à l'écoute aussi des besoins sociétaux, comme le disait Fanny Lettier, parce que ça va devenir fondamental. Je pense que au niveau national, en fait, la banque du futur, ce sera, selon moi, l'agrégation de ce qui est fait localement. Tout ce qui a été dit préalablement nous amène à penser qu'on va recentraliser, relocaliser, faire des circuits beaucoup plus courts, même des entreprises intégrées les unes aux autres dans leurs externalités. Mais ce sera très local. Ce sera en proximité absolue de nos clients. La Banque de France a parlé de notation verte. Nous, tout en respectant évidemment cela, nous, ce qu'on voit, c'est le dialogue. On a engagé, j'ai oublié de dire tout à l'heure, un discours stratégique avec nos clients sur la RSE. On a échangé avec 10 000 clients. On a commencé ça en 2021, c'est très récent. On a échangé avec 10 000 clients pour savoir comment on peut les aider de manière concrète. Et en aidant nos clients, je pense que c'est comme ça que la banque deviendra verte, si on peut dire les choses comme cela. C'est aussi cette transformation, cette banque comme plateforme de services. Et peut-être que les services et le conseil deviendront prépondérants et le crédit nécessaire, mais peut-être un peu plus accessoire. Ce ne sera pas le sujet central de la discussion. En étant comme cela aussi, je pense que ça va totalement modifier l'approche de nos collaborateurs. Ça permettra aussi, je pense très sincèrement, d'attirer de nouveaux talents, parce que notre métier va être totalement modifié. Et je pense que même si on voit tous les murs terribles qui peuvent être devant nous, je vois que c'est un nouvel avenir, c'est une nouvelle économie à laquelle nous allons, je l'espère, participer.
et que l'avenir sera, je suis optimiste, durable et meilleur, avec une qualité de vie améliorée pour nous tous. Merci. Est-ce que l'avenir sera durable et optimiste vu de la Banque de France? On va parler indicateurs, on revient sur des 2023. Déjà, on va passer le cap, rassurez-nous. Oui, rassurez-vous. Non, mais je crois qu'il faut, de toute façon, c'est un challenge qui concerne tout le monde, tout l'écosystème. On va tous travailler ensemble là-dessus. On n'a pas le choix. De toute façon, on est impliqué, on est embarqué. Donc, vous voyez, de la plus ancienne institution financière jusqu'à la start-up, on a les mêmes objectifs. Et moi, je crois que ça peut apporter notamment beaucoup de sens aux jeunes générations pour les faire venir dans nos entreprises, puisque ce sont ce qu'elles recherchent. Et effectivement, il y a pour eux quand même un terrain d'action qui peut être intéressant et qui peut vraiment ramener des jeunes dans les entreprises. Et c'est à eux qu'on va bientôt confier les clés. Donc, sur ces sujets-là, ils seront la responsabilité. Merci à tous les quatre. On vous applaudit chaleureusement. Merci de votre compréhension.